Bonjour et bienvenue sur l'internaute.com 20 minutes et ouestfrance.fr pour Direct Politique, votre émission politique sur le web. Notre invitée aujourd'hui est Corinne Lepage, présidente de CAP 21, le Rassemblement citoyen, ancienne députée européenne, ancienne ministre de l'Environnement également. Bonjour Corinne Lepage. Bonjour à tous Merci d'être et à toutes. Merci d'être venue sur ce plateau. Michel Urvoy, éditorialiste politique à Ouest France, et David Blanchard, rédacteur en chef adjoint à 20 minutes, sont aussi avec moi. Bonjour messieurs. Bonjour. Je vous rappelle rapidement le principe. Vous avez un peu moins d'une heure pour poser vos questions, réagir pendant l'émission et interpeller notre invité sous votre vidéo ou sur les réseaux sociaux. #direct politique. Alors Corinne Lepage, on va commencer par un des grands événements de l'année. On va essayer d'en faire un fil rouge d'ailleurs de cette année dans cette émission. C'est la conférence sur le climat qui a lieu à Paris à la fin de l'année. Alors Valls et Hollande ont placé l'année 2015 vraiment sous le signe écolo avec cette conférence en décembre. Alors les contributions des pays ont été déposées à la fin mars. On en compte 33 pour l'instant sur 195 pays. Est-ce que vous êtes optimiste, première question un peu large, sur la capacité de trouver un accord? Écoutez, j'espère qu'on en aura un, parce que tout le monde, je pense, mis à part quelques climato-sceptiques qui restent quand même, parce qu'il y en a, il ne faut pas rêver, surtout aux États-Unis, mais pas seulement, tout le monde est d'accord sur le fait qu'il y a une véritable urgence. Alors ensuite, il faut bien comprendre que la grande difficulté de la COP, c'est qu'on parle de climat, mais on parle de tout le reste en même temps. Je veux dire par là que dans les négociations qu'il y a entre les différents pays, vous avez certes le problème climatique, mais le problème climatique, c'est un problème énergétique, donc un problème industriel, un problème géopolitique, un problème de contrôle des pays les uns sur les autres, parce que si vous mettez en place un système de contrôle des émissions, vous devez derrière avoir un système de surveillance. Donc, la capacité pour un organisme international quel qu'il soit d'aller voir ce qui se passe dans tous les pays. Certains n'en veulent pas, comme la Chine. Vous avez derrière l'agriculture, vous avez la forêt, vous avez en fait toute l'activité économique. Donc le consensus est là, mais la mise en place risque d'être difficile. C'est très difficile. C'est très difficile. Alors, vous avez été vous-même ministre de l'Environnement. C'était juste avant la signature du protocole de Kyoto. J'ai négocié le border sharing, c'est-à-dire le partage du fardeau entre les Européens. Voilà, donc vous connaissez un petit peu la mécanique. François Hollande, hier d'ailleurs, a dit c'est pas gagné, un accord n'est pas gagné. Plus j'avance, plus je vois d'obstacles, je crois, il a dit. Qu'est-ce que vous proposeriez concrètement qui pourrait concilier l'exigence environnementale et l'exigence économique, notamment des pays producteurs de pollution et qui ont besoin de croissance? Mais si vous voulez, je pense que la réponse, elle est déjà en route, mais elle n'est pas en route au niveau des États, elle est en route au niveau des collectivités territoriales, elle est en route au niveau des entreprises, elle est en route au niveau des citoyens, et ce dans tous les pays du monde. C'est-à-dire qu'on assiste depuis quelques années maintenant à des profondes transformations. Quand vous voyez par exemple qu'en Afrique, les gens ont des portables, il y a près de 2 milliards de terriens qui ont un portable. Vous pensez qu'il y a 2 milliards de terriens qui ont un téléphone fixe? Évidemment non. Évidemment non. Donc ce qui veut dire que le 21e siècle est en train de passer directement sans que ces mêmes pays passent par les cases par lesquelles nous sommes passés nous. Il va en aller exactement de même pour l'électricité et pour l'énergie. Avec le solaire en particulier. Donc ça veut dire que les pays en développement seront des pays qui auront une énergie qui va passer directement à une énergie décarbonée. Je pense. Et c'est pas forcément les États qui seront moteurs. Alors c'est pas forcément les. Quand on voit dans la vraie vie ce qui se passe aujourd'hui, on se rend compte que ce sont les villes, par exemple toutes les villes qui s'organisent pour être des villes neutres, voire positives sur le plan énergétique. Vous avez en France les territoires à énergie positive qui sont en train de se créer. Vous avez l'Alliance des villes pour le climat qui regroupe 40 villes, oui je crois que c'est 40 ou 50 sous l'égide de M. Bloomberg qui est l'ancien maire de New York. Vous avez les États, les régions pour le climat qui est une association qui a été créée par M. Schwarzenegger quand il était gouverneur de la Californie. Et là il se passe énormément de choses. Peut-être moins au niveau des États. En France, d'accord, mais en Inde, en Chine, au Nigeria, là alors, vous dites c'est aussi... des cas, Monsieur Urvoy, c'est des cas très différents. La Chine est un pays qui est en train de faire sa révolution. En Chine, aujourd'hui, on construit plus de renouvelables que de centrales à charbon, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. La Chine, c'est un très grand exportateur de solaire, on le sait, puisque ça nous a cassé notre marché de production chez nous. Mais c'est aussi le pays au monde où on crée aujourd'hui le plus de solaire et d'éolien.
Donc la Chine, qui est un pays abominablement pollué, avec des conséquences aujourd'hui très lourdes, tant sur le plan sociétal, parce que les gens se révoltent du fait de cette pollution, que sur le plan économique, parce que c'est en train de freiner gravement la croissance chinoise, la Chine, elle est en train de faire sa révolution. Dans des pays comme le Nigeria, la situation est très différente. C'est aujourd'hui un pays qui vit largement du pétrole, le Nigeria. Donc c'est beaucoup plus difficile pour les pays pétroliers, effectivement, de faire l'impasse ou de considérer qu'ils doivent faire l'impasse sur ce qui est leur principale richesse. Est-ce qu'il faut, Corinne Lepage, établir, comme lors de Kyoto notamment, un chiffre précis, enfin un taux de réduction de gaz à effet de serre, en sachant, comme vous venez de le dire, il y a déjà des pays qui vont faire cette transition de toute manière? Alors, c'est un objectif, mais enfin, il faut quand même se rendre compte que nous avons fait Kyoto en 1997, que non seulement un certain nombre de pays n'ont pas rempli leurs obligations, ceux qui étaient dans Kyoto, mais ceux qui étaient au dehors et qui n'en avaient pas, eux, ils ont explosé leurs émissions. Donc, évidemment, l'objectif est que chaque pays prenne un engagement, comme on dit dans le... Pas le même. Ah ben bien sûr que non. On ne peut pas demander au Nigeria de prendre un engagement de réduction, par exemple. On peut lui demander de prendre un engagement de faible augmentation ou de stabilisation. Nous, il faut qu'on prenne des engagements. Et alors, la feuille de route européenne... Ils sont pris, hein. 40%, moins 40%. Alors nous avons voté, pour François Hollande. Nous avons voté, nous, au niveau européen l'année dernière, quand j'étais encore députée, la feuille de route pour 2030, hein, avec donc une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40%. Et l'objectif, c'est ce qu'on appelle le facteur 4, c'est-à-dire de diviser par 4 nos émissions d'ici 2050. Ça, c'est la feuille de route européenne. Les Américains ont un engagement qui est plus faible, puisque je crois que c'est moins 20%, mais pas par rapport à 1990. Il se place par rapport à 2005 ou 2000, donc c'est un engagement beaucoup plus modeste, mais enfin ils sont partis dans la même direction. Bon, maintenant il faut voir ce que chaque État est prêt à faire. Alors si on parle de la France, il y a une grande loi sur la transition énergétique qui est en préparation. Ségolène Royal vous a confié une mission à ce propos. Est-ce que pour vous cela va dans le bon sens? Alors, ma mission n'est pas directement sur la transition sur la loi sur la transition énergétique, puisque je vais rendre mon rapport le mois prochain. Sur la transition économique. C'est sur la transition économique. C'est comment est-ce qu'on peut mettre en synergie ce que nous avons appelé les activités du Nouveau Monde. Les activités du Nouveau Monde, c'est quoi? C'est une partie de l'économie verte, mais pas toute l'économie verte, parce que vous avez, par exemple, dans l'économie verte, on met le traitement des déchets. Je ne suis pas sûre que l'incinération, ce soit franchement le signe du nouveau monde, vous voyez. Et puis, vous avez le numérique. Vous avez le croisement entre le numérique et la croissance verte. C'est la révolution de Rifkin, hein, de la troisième révolution industrielle. Et donc, la mission qui m'est confiée, c'est de voir où on en est, où sont les obstacles, et qu'est-ce qu'on peut faire pour créer cette synergie. Vous allez rendre vos conclusions très bientôt, hein, je crois que c'est début mai. Quelles sont les pistes pour l'instant que vous proposez? Alors, je ne peux pas vous dire ce qu'il y a encore dans le rapport, parce que ce serait pas correct, d'autant plus qu'il n'est pas fini, il n'est pas finalisé. Mais disons que les propositions que nous faisons vont d'abord être très concrètes. Il va y en avoir des générales et des sectorielles, parce que j'ai travaillé, j'ai auditionné toute une série de secteurs économiques qui m'ont fait des propositions. Mais je dirais que de manière générale, il y a des constantes. La première, c'est une espèce de défiance de l'État à l'égard de la société. On en reparlera peut-être tout à l'heure sur un autre sujet. On en parlera dans un des derniers chapitres de l'émission. C'est-à-dire que nous sommes dans un pays dans lequel l'État ne fait globalement pas confiance à la société civile, que ce soit le monde économique ou le monde des citoyens. L'État, il sait, les autres, ils ne savent pas, pour commencer. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable parce que ça donne une organisation totalement verticale qui est en opposition complète avec ce qu'est le monde du XXIe siècle, qui est un monde circulaire. Donc ça ne marche plus. Et on le voit dans le monde économique, où aujourd'hui, vous avez deux types d'entreprises, pour simplifier, qui sont les entreprises du pourquoi et les entreprises du comment. Vous savez, c'est un très joli livre qui s'appelle « Liberté et compagnie », qui l'explique très bien. Voilà, donc on va faire toute une série de propositions. Il est question d'établir un réseau, éventuellement, entre toutes ces entreprises qui travaillent à cette transformation économique, on va voir pour essayer d'être un peu concret pour nos internautes. Oui, parce que, si vous voulez, il y a énormément de choses qui se passent dans notre territoire. Que ce soit au niveau des collectivités locales, regardez ce qui se passe dans le Nord-Pas-de-Calais avec le master plan, ou ce qui se passe dans des villes comme Le Menez ou comme Montdidier pour l'énergie.
il se passe des choses au niveau de nos startups. On a des innovateurs qui sont formidables. Faut connecter tout ça. Mais on n'arrive pas d'abord à passer de la start-up à la PME, de la PME à l'ETI, de l'ETI à la grande entreprise. Ça, c'est le couloir chez nous ne marche pas. Et deuxièmement, on ne massifie pas. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à faire qu'une bonne pratique puisse être partagée et démultipliée très vite. C'est là-dessus que nous travaillons. Est-ce que vous avez des engagements pour qu'à l'issue de ces rapports, quelque chose se passe? Parce que souvent on dit, quand on veut enterrer un sujet, on crée une commission, un rapport. Je vais vous dire, dès le départ, le groupe de travail que j'ai constitué, nous sommes une trentaine à travailler là-dessus, de tout domaine. Il y a des gens de l'industrie, il y a des gens du numérique, il y a des journalistes, il y a des gens des réseaux, il y a plein de gens. On s'est dit, on va concevoir notre rapport pour que si l'État veut rien faire, la société puisse s'emparer d'un certain nombre des propositions que nous allons faire. Donc il y aura des propositions à destination de différents acteurs. Avec ou sans le gouvernement. Voilà, alors on va revenir à un petit peu de politique. On a une question de Maria qui vous dit, Ségolène Royal prend régulièrement position sur des sujets populaires, mais qui semblent parfois en contradiction avec l'écologie. Alors elle donne des exemples, le refus de la circulation alternée, la baisse des tarifs autoroutiers, la place du nucléaire dans le mix énergétique, les feux de cheminée, entre autres. Alors est-ce que vous trouvez ce type de politique étrange ou plutôt pragmatique finalement? Je pense que la philosophie générale de Ségolène Royal est la bonne, c'est-à-dire de dire qu'il faut sortir l'écologie de l'image hideuse que certains lui ont donnée. Stanislas demande, l'écologie doit-elle toujours être punitive, voilà. ou en tout cas contraignante? C'est le grand slogan d'ailleurs de Ségolène Royal. Bon, contraignant et punitif, c'est pas tout à fait la même chose. C'est pas tout à fait la même chose. Mais c'est vrai qu'une partie des Verts lui ont donné une image qui est détestable et détestée. C'est-à-dire que pour beaucoup de nos concitoyens, les écologistes, il y en a ras-le-bol. Donc il y a une image à restaurer. Expliquer et montrer que l'écologie, c'est le bien-être de tous, c'est extrêmement important pour notre santé, c'est important pour nos enfants, c'est important pour là où nous vivons. Et par voie de conséquence, avoir cette philosophie-là me paraît tout à fait nécessaire. Alors ensuite, il y a l'application pratique. Alors, moi, je ne suis pas du tout d'accord sur certaines mesures. La circulation alternée, par exemple, je pense que c'était absolument indispensable de la mettre en œuvre. Et j'observe, contrairement à ce que certains ont dit, que la loi sur l'air prévoit de mettre la circulation alternée non seulement quand il y a des pics de pollution, mais quand il risque d'y en avoir. Parce que moi, j'y avais pensé à ça. Et donc, la loi est rédigée comme ça. Elle dit quand il y a des pics de pollution, qu'on risque d'en avoir. Bon, on n'a rien fait du tout. Est-ce qu'il faut laisser aux villes l'initiative d'appliquer la circulation alternée? Je pense que ça doit être quelque chose d'automatique quand on arrive à un certain niveau de pollution. Et est-ce que ça ne pénalise pas ceux qui ont pour qui la voiture, c'est un outil de travail? Mais et souvent, pour dire simplement les banlieusards, des classes pas favorisées. Il faut que les choses soient faisables et pratiques. Donc, il faut être prévenu à l'avance pour pouvoir s'organiser. Deuxièmement, le covoiturage est quelque chose qui se développe énormément. Circulation alternée, ça ne veut pas dire pas de voiture du tout, ça veut dire une voiture sur deux. Donc, ça veut dire une organisation personnelle. C'est pour ça que c'est important de le savoir à l'avance. Troisièmement, il faut prévoir des parkings gratuits à côté des points de transport public, de manière à ce qu'on puisse effectivement aller travailler, parce que c'est une nécessité. Donc il faut à la fois une vision, je dirais, générale, mais il faut être très pratique et se mettre dans la peau des gens en disant, je fais comment? Moi, je veux bien faire votre truc, mais on fait comment pour le faire? Et ça, je crois que c'est quelque chose d'important, et je pense que Ségolène Royal a ce côté assez pragmatique. Il y a un autre sujet dont vous étiez emparé qui est assez concret pour les gens, c'est les autoroutes. Et vous êtes à l'origine du site actioncivile.com qui récolte les tickets d'autoroute des usagers en vue d'une action collective contre les sociétés d'autoroutes. Alors, je ne suis pas à l'origine du site, je suis à l'origine, le site il était préexistant, de cette action-là. De cette action. Alors, elle en est où cette action? Alors, je vais vous expliquer. Donc, on doit être aujourd'hui à 52 000 ou 53 000 personnes. Ce qui était plus ou moins votre objectif. On avait dit 50 000 pour le mois de juin. Donc, vous voyez, on l'a largement dépassé. Donc, nous avons redemandé aux sociétés d'autoroutes une médiation, puisque c'était ça, elles n'ont même pas répondu. Donc maintenant, moi j'ai expliqué que je lançais. Vous n'avez pas eu de réponse des sociétés d'autoroutes sur une éventuelle discussion? Non, même pas une discussion. On leur a renvoyé un deuxième courrier pour demander la discussion. On l'a rendu public, le courrier, on n'a même pas eu une réponse. C'est-à-dire c'est le mépris absolu. Dans cette affaire, moi j'ai expliqué très clairement que je n'étais pas avocate, que c'est d'autres qui s'en occuperaient, que je lançais l'idée, j'ai fait tout le travail de base sur le plan juridique, et je m'arrêtais là. Donc on a constitué un groupe de professeurs de droit, et d'avocats qui sont en train de préparer les actions qui vont donc être lancées, je pense, à la fin du mois de mai. Donc il y en a pas 50... rapide. Ah oui, il n'y en a pas 53 000 qui vont être lancées. On va en prendre quelques-unes. Ciblées. On va les cibler et on va y aller. Donc une action de groupe. Sous le statut des classes actions. Non, ce n'est pas sur le statut des classes actions. Les statuts des classes actions, la loi Hamon,
donne le monopole de ce type d'action à des associations. Il y en a 14 en France qui ont le droit de faire. Donc, sur les autoroutes, ces associations n'ont strictement rien fait du tout. Donc, de toute façon, on ne pouvait pas passer par On n'a aucune de ces associations homologuées, entre guillemets, si je peux utiliser ce terme, qui travaillent dans le domaine des autoroutes. En tout cas, il y en a qui auraient pu le faire, mais elles ne l'ont pas fait. Et quel est votre objectif à travers cette action, concrètement, pour les gens qui ne sont pas au courant? Il était double. C'était à la fois un objectif sur les autoroutes et un objectif plus général. L'objectif sur les autoroutes, c'est de dire qu'il y en a assez, qu'une situation qui paraît totalement anormale, totalement injustifiée, reconnue injustifiée par la Cour des comptes, par l'autorité de la concurrence, par les parlementaires eux-mêmes, finalement ne débouche sur rien. Vous allez me dire, si on a bloqué l'augmentation des péages sur 2 ans, ouais, pour la récupérer ensuite pendant 7 ans, puisque ça va être étalé sur 7 ans. Donc, de dire, puisque vous ne le faites pas, on va le faire nous. Ça, c'était Donc, vous réclamez en fait un remboursement du péage aux automobilistes. 20% sur les anciennes autoroutes. Pourquoi? Pour une raison très simple, c'est que les anciennes autoroutes, qui donc ont toutes plus de 30 ou 35 ans, sont totalement amorties. Or, cher monsieur, on voit dans votre ticket de péage, vous continuez à payer le prix de la construction de votre autoroute A13, si vous allez vers chez vous, parce que ce petit prix-là, il a servi à payer l'autoroute à 28, à 27, à 80, à je ne sais pas quoi. Voilà, ça, ce n'est pas acceptable. Et il y avait un deuxième point, qui est politique. C'est que je pense que c'est très important de donner à nos concitoyens les moyens de faire. Je pense que la frustration actuelle, qui se traduit par des votes Le Pen ou par l'abstention, vient de ce que les gens considèrent que de toute façon, il n'y a rien à faire. L'impuissance. Donc vous voulez prouver Donc je veux prouver que chacun peut agir. Et c'est pour ça que je l'ai fait. Et il y aura d'autres exemples. C'est une transition parfaite vers le prochain petit chapitre, parce qu'on va vous poser 2-3 questions très politiques cette fois sur justement qu'est-ce qu'on peut faire et comment on peut le faire, puisque vous êtes réunis avec d'autres écologistes de tous bords d'ailleurs, d'Europe Écologie Les Verts. Donc il y avait vous, il y avait Jean-Luc Benamias notamment, une réunion d'écologistes, c'était début avril, en vue, disons, de 2017, mais on a du mal à saisir vraiment l'objectif de cette confédération qu'on appelle Vert Rose de manière un peu caricaturale. Est-ce que vous souhaitez aider le gouvernement actuel dans une sorte de fédération écolo-social-démocrate? Est-ce que vous souhaitez faire un réseau de centre-gauche? On a dit ça aussi, pour faire barrage à la droite et à l'extrême droite. Quel est l'objectif de cette confédération? Je vais vous dire, on a l'impression que vous n'êtes pas d'accord d'ailleurs là-dessus. Non, parce que moi je suis profondément en travail avec la société civile, avec les réseaux de la société civile. Et je pense qu'on ne répond pas aux besoins de nos concitoyens en faisant des alliances d'appareils. Je pense que c'est à côté de la plaque. C'est pourtant ce qu'envisagent certains des membres de ce groupe, Jean-Luc Benamias notamment. Oui, mais je peux ne pas penser comme Jean-Luc Benamias. Au départ, lorsque cette réunion a été envisagée, c'est Baupin qui m'a appelé en me disant, écoute, voilà, on va faire une réunion sur la responsabilité des écologistes. Je lui ai dit, ok, je viens. Bien. Cette réunion sur la responsabilité des écologistes s'est transformée en, est-ce que les Verts doivent aller au gouvernement ou pas? Bon. Ah, donc vous êtes en train de dire que ça a été détourné de son objectif. C'était un sujet qui était déjà complètement différent. Et puis là-dessus s'est branchée l'idée de Jean-Luc Benamias qui veut faire une maison commune. Sauf que avant de faire une maison commune, il faut déjà savoir ce qu'on veut mettre dedans. Alors lui, il dit le contraire. Il dit qu'il faut s'allier tout de suite pour lutter contre la droite et l'extrême droite, contre les populismes. S'allier pour faire quoi? Pour convaincre qui? Si c'est pour faire des alliances d'appareils, mais ça ne sert strictement à rien du tout. Ce qui est important, c'est de voir quels sont les problèmes des gens, comment est-ce qu'on peut, dans le contexte du XXIe siècle, parce que les choses changent très vite, pouvoir répondre, avoir des propositions concrètes, une vision positive des choses. C'est la raison pour laquelle, moi je pense qu'effectivement, chacun ne va pas rester chez lui. Et j'avais dit, écoutez, commençons par travailler sur un réseau ouvert sur la société. C'est pour ça que vous avez monté le comité Roosevelt, c'est ça? Enfin, c'est un site internet, en fait. Alors l'idée que j'avais lancée, c'est de dire, faisons... alors, je ne veux pas dire comité Roosevelt, parce que les gens du comité Roosevelt n'éient pas contents. Mais ça serait le comité, ce que vous voudrez, le comité Carlson, ou le comité Cousteau. Ou... Non. On va lui trouver un nom. Un nom, voilà, qui permettrait à la fois à des responsables politiques et à nos concitoyens d'échanger sur la manière dont les meilleures propositions pourraient être faites. Est-ce que c'est efficace? Nicolas Hulot, en 2007, avait aussi organisé une grande concertation qui avait débouché sur un pacte, et puis, pchit, plus rien. Alors, un Grenelle. Je répondrai 2 choses. D'abord, le pacte Nicolas Hulot, ça a quand même donné le Grenelle derrière.
Oui, mais pour quelle décision concrète Pas derrière? grand-chose, je suis d'accord avec vous. C'est Mais débattu, en tout cas. deuxièmement, ma proposition est très différente parce qu'elle vise à associer la société. Moi, j'en ai assez de ce système politique. D'un côté, vous avez les politiques qui décident, et puis de l'autre côté, les citoyens qui obéissent. Eh bien non, la société du XXIe siècle, c'est pas ça. C'est la société qui co-travaille, qui coproduit, qui co-décide avec les responsables. Et c'est la raison pour laquelle j'avais proposé le réseau, parce que le réseau avait cette capacité, vous en êtes un exemple ici, de réunir très facilement les gens et de pouvoir permettre très facilement l'échange. Bon, visiblement, les visions sont beaucoup plus politiciennes que Est-ce ce que vous je n'avez pas proposais peur, du là. coup, d'être récupéré, en fait, par les Verts qui souhaitent entrer au gouvernement et qui est que Non, des visées mais, purement politiciennes derrière? c'est la raison pour laquelle moi je suis restée... Vous prenez vos distances maintenant, j'ai l'impression, avec Mais cette je n'ai jamais- initiative. Si vous voulez, cette initiative, je ne l'ai pas soutenue au départ. J'ai dit que j'acceptais de venir parce que ça me paraît normal d'échanger avec tout le monde. Mais dès le départ, j'ai dit que moi j'étais pour un travail avec la société civile, que c'était ça qui m'intéressait et que c'était ça qui était important, que ce soit dans une vision, je dirais, d'intérêt général ou que ce soit dans Ça, une c'est pas ce vision qui se passe. politique. Visiblement, c'est pas ça qui intéresse ceux qui s'en occupent. Je pense qu'ils ont bien tort parce que c'est ça qui est utile. Alors on va passer, Corinne Lepage, à un autre chapitre de cette émission. On voulait consacrer quelques minutes au nucléaire. On a déjà pris un petit peu de retard. En tout cas, la semaine dernière, l'ASN, l'Agence de l'Autorité de Sûreté Nucléaire, a lourdement remis en question la conception de l'EPR de Oui. Flamanville, ce réacteur nucléaire de nouvelle génération. Il y a eu des tests de résistance qui ont été faits sur la cuve. Je l'explique pour nos internautes, la cuve qui est l'élément central du réacteur, puisque c'est dans cette cuve qu'a lieu la fission nucléaire. Est-ce qu'il faut, avec cette nouvelle révélation, abandonner la construction d'un EPR qui pourtant a déjà coûté des milliards d'euros? Est-ce qu'il y a un point de non-retour qui a été franchi? Écoutez, on le saura en octobre, puisque de nouveaux tests vont être faits. Ce que j'ai cru comprendre, c'est que les défauts de cette cuve étaient connus déjà depuis un certain temps. Donc je m'étonne, si ces informations sont justes, je suis très prudente, que l'on les montait en sachant qu'il y avait des faiblesses. De toute façon, l'autorité de sûreté nucléaire ne laissera pas démarrer ce réacteur si les faiblesses sont maintenues. Donc on va le savoir, on va voir les tests qui vont être faits. Enfin, a priori, je vois mal comment des tests qui sont faits en mars seraient différents en octobre. Il faudra quand même à ce moment-là nous expliquer. Ça entraîne toute une série de problèmes en cascade. D'abord, le problème technique et le problème du coût, parce que démonter un réacteur pour en remonter un autre, ça n'a jamais été fait et personne n'a l'idée de ce que ça peut coûter. Je rappelle que nous sommes déjà à 9 milliards d'euros pour ce réacteur de Flamanville. Deuxièmement, ce réacteur de Flamanville, c'est un peu le pilote de 2 réacteurs chinois et des réacteurs anglais de Hinkley Point. Oui, puisqu'il y a d'autres Voilà. marchés qu'Areva cherche à Donc les conquérir. Chinois ont annoncé hier ou avant-hier qu'ils suspendaient toute opération concernant les 2 EPR dans lesquels Areva est en joint venture en Chine, jusqu'à ce qu'ils aient les réponses précises sur la solidité des cuves. Et je pense qu'ils vont faire eux-mêmes des tests, je suppose. Donc vous êtes en train de nous dire que la facture va être horriblement Oui, lourde oui. et que l'avenir économique du nucléaire est, compromis? Il est déjà en question pour une simple question de coût, indépendamment même de l'affaire de l'EPR. Pourquoi? Parce que depuis 2 ou 3 ans, on assiste à un renversement du modèle énergétique dans le monde, avec une croissance sans précédent du solaire. Vous avez même les pays pétroliers qui commencent à construire leurs centrales solaires. J'ai vu qu'à Abu Dhabi, je crois, ou je ne sais plus, Dubaï construisait une centrale qui va lui permettre de produire 3 gigawatts. 3 gigawatts, c'est quand même 2 EPR, globalement, en termes de comparaison, presque. 1600, 3200. Donc, le prix du solaire est en train de baisser très très vite. On arrive dans ces pays-là à des coûts de 4 centimes le kilowattheure. Chez nous, c'est plus cher, c'est autour de 9 ou 10. Mais par rapport à un EPR qui va sortir à 12 ou 13, c'est bon marché. Et donc, je pense que le problème du nucléaire, c'est un problème économique. C'est que l'énergie qu'il va produire coûte de plus en plus cher, alors que l'énergie que produisent les renouvelables coûte de moins en moins Vous répondez à la cher. question de Marie-Pierre qui vient d'arriver, qui vous demande est-ce que l'EPR est mort? Le projet EPR est-il mort? Je pense qu'il a beaucoup de plomb dans l'aile. Beaucoup de plomb dans l'aile. Parce que là, on est... et puis alors, vous avez le problème finlandais, parce qu'il n'y a pas que ces 4-là, il y a la Finlande en plus.
Enfin, oui, c'est ça. Oui. La Qui est déjà Finlande, assez en plus, avancé d'ailleurs. qui aurait dû être mise en service en 2009. On est en 2015, on parle de 2016 ou 2017. Il y a un arbitrage qui est en cours. Il y a Areva a provisionné 3 ou 4 milliards d'euros pour cette EPR, dont on ne sait pas s'il fonctionnera un jour ou pas. Vous vous battez aussi en tant qu'avocate de la ville de Genève pour la fermeture des vieilles centrales. Oui, Bugey. Celle du Bugey, celle de Fessenheim. Est-ce qu'il faut fermer toutes les centrales qui ont plus de 40 ans, selon vous? EDF dit qu'elles sont sûres et qu'il n'y a pas de problème avec ça. Très franchement, je ne partage pas cet enthousiasme. Sur Fessenheim, c'est une centrale qui a intrinsèquement un problème, parce qu'elle est dans une zone sismique et qu'elle est construite en 8 mètres en dessous du canal du Rhin. Ce qui veut dire que si on a un cumul de risques, très facile à comprendre, hein, inondation, séisme, on ne sait pas ce qui se passe. Parce que d'abord, elle n'a pas été pensée pour ça, cette centrale. Fukushima bis, Bon. quoi. Donc, c'est un risque qu'on prend, et on le sait indépendamment même de l'état de la centrale, qui lui-même pose aussi des problèmes. Bugey, c'est un autre problème, c'est que c'est une centrale qui, elle, a des soucis internes, des soucis de cuve, des soucis de radier, des soucis de fuite de tritium, des soucis de fuite de l'enceinte de confinement. Enfin, il y a toute une série de problèmes. C'est pas tant un problème d'âge ou de la borne des 40 ans d'une centrale nucléaire qu'une conjonction de problèmes. Bah, oui, mais si vous voulez, nos centrales, au départ, elles ont été construites pour durer 30 ans. C'était prévu pour ça. Donc, nous voulons les rallonger. Soit... mais encore faut-il qu'il n'y ait pas un risque inconsidéré à les rallonger, et surtout, il faut se rendre compte du montant des investissements que cela va nécessiter. Voilà. Donc vous nous dites, le nucléaire va coûter horriblement cher. Oui. Un rapport de l'ADEME qui a été révélé il y a très peu de temps nous assure que 100% du renouvelable pourrait assurer et pas plus cher. Et pas plus cher notre consommation. Alors le problème, il est où? Est-ce qu'il n'est pas dans la transition? Est-ce qu'il n'est pas technique? Est-ce que ce n'est pas la question du stockage de l'énergie verte qui est posée aussi? Alors, il y a deux problèmes. Il y a un problème de stockage. Je pense que c'est quelque chose qui va être résolu dans les 10 ans qui viennent. La filière hydrogène française est en train de se mettre en place. Et les Allemands, eux, travaillent sur ce que l'on appelle la méthanation, qui n'est pas la méthanisation, que je pense les internautes connaissent mieux, qui consiste à créer du méthane artificiel en mélangeant de l'hydrogène produit à partir du surplus des énergies renouvelables avec du CO2. Ça fait du méthane, et donc ça fait un gaz. Un moyen détourné de stocker cette énergie qu'on n'arrive pas aujourd'hui à stocker. Ça permet, quand vous avez le méthane, soit de vous l'utiliser comme carburant, soit de vous l'utiliser dans une centrale à gaz classique et vous refaites de l'électricité avec. Donc ça coûte cher, mais ça marche. Je pense que dans les années qui viennent, on va y arriver. On va arriver à ce système-là. Bon, en France, le problème est que nous avons tout construit autour du nucléaire. Que le mélange, si je puis dire, des genres entre État et industrie nucléaire est total. Et vous voyez bien ce qui s'est passé au Sénat sur la loi sur la transition énergétique. Vous avez vu que la majorité de droite du Sénat a fait sauter tout ce qui était de la réduction potentielle de la part du nucléaire. C'est ce que vous écrivez dans un de vos derniers ouvrages, l'État nucléaire. C'est pas tant qu'il y a des lobbies nucléaires, c'est que l'État lui-même défend. L'État lui-même défend cette option-là, donc on est en train... Ça veut dire qu'il y a que révision. Des nucléocrates il y en a beaucoup. À l'Assemblée, au gouvernement. Il y en a beaucoup parce que c'est le cœur de l'État depuis 50 ans, depuis 60 ans. Voilà. Et donc ceci explique cela. Donc une des idées qu'on pourrait avoir, c'est de dire qu'on va faire d'Areva, parce qu'il va bien en faire quelque chose, le champion français du renouvelable. Ça aurait du sens. Aujourd'hui, vous savez que EDF Énergie Nouvelle, qui est une filiale d'EDF, est un très grand producteur de renouvelables dans le monde, sauf en France. Donc pourquoi ne pas marier Areva et EDF Énergie Nouvelle? Donc c'est pas tant un problème de coût de la transition qu'un problème de volonté politique. C'est une volonté politique. Et là, il y aurait une solution. Corinne Lepage, on va passer à l'un des derniers chapitres de cette émission. Vous avez sorti en début d'année Les mains propres, plaidoyer pour une société civile au pouvoir. C'est votre tout dernier ouvrage. Alors, dans Les mains propres, vous appelez justement
à mettre un peu à l'écart cette classe politique, d'ailleurs c'est le terme que vous utilisez, pour redonner le pouvoir aux citoyens, à la société civile. Donc d'abord vous prônez la fin de cette confiscation du pouvoir par les politiques. Le système représentatif, le système politique aujourd'hui représentatif, où on élit des députés, des conseillers municipaux, des conseillers régionaux d'ailleurs très bientôt, où la démocratie est donc exercée par des élus, il ne fonctionne plus, ce système ? Il ne fonctionne pas très bien, c'est le moins qu'on puisse dire, et ce n'est pas un constat que je fais toute seule quand même, hein, soyons honnêtes. Et surtout, je pense que la professionnalisation de la politique est en train de tuer la démocratie. Il est absolument indispensable que des gens dont ce n'est pas le métier arrivent à exercer des fonctions et qu'il y ait un brassage, tout simplement parce que ça vous donnera des décisions différentes. Voyez-vous, au sein du Rassemblement citoyen que j'ai créé que nous avons créé il y a 2 ans et demi, nous avons une expérience, je pense, unique en termes de politique. Nous avons 2 collèges qui élisent pour 50%, chacun 50%, collège société civile, collège politique. Et c'est ces représentants qui administrent le mouvement, qui décident de tout. Eh bien, je vous assure que même dans une petite structure comme l'était Cap 21 tout seul, le fait de discuter avec des gens qui n'ont pas la vision politicienne change complètement la donne. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, on a besoin de codécision. La politique, ce sont des règles du jeu, c'est une manière de faire. Donc, je ne suis pas à dire, comme certains, dehors tous les politiques. Non, mais je pense qu'il faut d'abord changer l'accession aux politiques et deuxièmement, avoir des méthodes de travail. Vous dites quand même dans une grande partie d'ouvrage que la classe politique est corrompue avec l'aide des médias. Est-ce que ce genre d'affirmation ne contribue pas à la montée du populisme aussi ? Vous y consacrez plus de la moitié de l'ouvrage, oui, je le précise. Je vais expliquer ma position. Je pense que ce n'est pas en taisant les choses et en mettant les sujets sous le boisseau qu'on règle les problèmes. C'est précisément parce qu'on a fait ça pendant 15 ou 20 ans qu'on a la situation qu'on a aujourd'hui. Mais entre on a des problèmes. Et mettre tout le monde dans le même panier. Je ne mets pas tout le monde dans le même panier parce que j'explique très clairement qu'il y a des gens tout à fait honnêtes et c'est quand même la majorité. Mais ce que j'explique ou j'essaie d'expliquer, c'est que c'est le système qui conduit à cela. Ce que j'incrimine, c'est pas tant les politiques que les partis politiques. C'est-à-dire des structures qui ont besoin d'argent, qui sont prêtes à aller en chercher n'importe comment et n'importe où pour financer des campagnes électorales, on en a quand même quelques exemples sur la table, et qui instaurent un système professionnel de progression au sein de la structure pour pouvoir accéder à telle ou telle profession, à tel ou tel mandat, qui est en fait une profession. Et qu'à partir du moment où vous concevez la fonction politique comme une profession, vous voulez garder votre job, ce qui est tout à fait humain et tout à fait normal. Sauf que c'est pas ça la politique, ça ne devrait pas être ça. Et je pense que le problème, il est là. Dans votre esprit, est-ce qu'on conserve les structures qui existent ? Je pense aux conseils municipaux, aux conseils régionaux, parlements, ou est-ce qu'on fait table rase de tout ça et comment ? Donc on les garde. On garde, je ne suis pas une révolutionnaire. Regardez par exemple l'expérience des coélus. Est-ce que vous avez entendu parler de ça ? Il y a une commune de 1500 habitants dans le sud-est qui a décidé aux dernières élections, non pas d'élire un maire et des conseillers municipaux, mais 250 coélus. Bon. Ils ont été élus à la quasi-unanimité. Ils ont eu beaucoup de misère depuis 1 an, mais ça marche. Mais la démocratie participative, les commissions extra-municipales, ça existe depuis très très longtemps. Pourquoi ça ne marche pas ? Je ne dis pas que ça ne marche pas, mais quel est leur poids réel ? Je ne dis pas que les partis politiques ne s'intéressent pas aux citoyens ou à la société civile. Dans plein de partis, dans tous les partis politiques, vous avez des gens qui ne sont pas des élus, heureusement, sinon ça ne marcherait pas. Sauf qu'ils n'ont pas le pouvoir. Ils ne peuvent pas décider. Ils n'ont pas la voix au chapitre. Ils sont là pour coller les enveloppes, pour passer les coups de fil, pour faire les immeubles, mais pas pour décider. Donc il faudrait associer de véritables assemblées citoyennes, des jurys citoyens. Vous utilisez beaucoup de ces termes dans votre ouvrage. Aux instances élues pour établir une codécision. Et il faudrait une codécision et deuxièmement, il faut modifier la manière dont sont recrutés nos élus. C'est-à-dire qu'on passe 10 ans de sa vie qu'on donne à la collectivité, parce que vous savez, pour moi, la politique, c'est ce qu'il y a de plus noble. Concrètement, la proportionnelle, la limitation des mandats dans le temps. Oui, bien sûr, dans le temps et dans l'espace.
la proportionnelle, et puis un statut de l'élu aussi. un statut de l'élu qui permette de revenir, d'avoir une formation professionnelle et de revenir. Moi, je suis avocate. Très franchement, j'en ai ras-le-bol de voir des politiques qui connaissent rien au droit, qui deviennent avocats, parce que c'est devenu le truc facile pour aller négocier son carnet d'adresse. Je suis désolée, la profession d'avocat, c'est autre chose que cela. Donc ça, c'est pas normal. On a donc besoin d'avoir, et ils ont besoin de gagner leur vie, donc je peux comprendre, mais c'est pas normal. Donc on a besoin d'un statut de l'élu, de la formation professionnelle pour les élus, de manière à ce que vous puissiez donner 5 ans, 10 ans de votre vie aux politiques et ensuite revenir à autre chose. Corinne Lepage, en lisant votre ouvrage, on a envie de faire quelque part, même si vous ne citez pas explicitement les grands projets qui sont contestés à travers la France, hein, mais on a envie de faire un peu ce parallèle avec le barrage de Sivins, Notre-Dame-des-Landes, le TGV et le tunnel Lyon-Turin. Ce sont des projets où la prise de décision et les enquêtes publiques ont été justement pointées du doigt. Ces enquêtes publiques qui sont censées donner la parole aux citoyens. Est-ce à dire qu'il faut laisser tomber tous ces projets parce que justement le verre est dans le fruit? Alors, il ne faut pas nécessairement les laisser tomber. Le problème est de savoir comment ils sont élaborés. Nous avons un problème en France, c'est que nous avons des textes en pelleté, sauf que l'objectif de ces textes est totalement perdu de vue. On multiplie les règles, mais finalement, elles finissent par servir à rien du tout parce que l'objectif n'est pas qu'elles servent réellement à quelque chose. Que ce soit la Commission nationale du débat public, qui est quelque chose de très utile, que ce soit les concertations, que ce soit les enquêtes publiques. Vous avez toute une panoplie de procédures. Mais bien sûr, elles sont obligatoires. Et si elles ne sont pas faites, pas faites, c'est illégal. Sauf que, quel est l'objectif? Dans l'esprit du droit communautaire, parce que tout ça vient quand même largement du droit communautaire, c'est de faire de la codécision. C'est-à-dire de permettre aux citoyens d'améliorer la décision qui est prise. D'où l'obligation pour les autorités publiques de prendre en considération ce que les gens ont dit au cours des procédures. Sauf que chez nous, c'est pas comme ça que ça marche. Les technocrates savent. Les citoyens savent pas. Mais si on donne la parole aux citoyens, enfin si on donne plutôt du pouvoir, est-ce que ça ne va pas tout bloquer? Non, pas nécessairement. Les éoliennes, il y a eu un débat au Sénat et actuellement à l'Assemblée nationale sur les éoliennes, la proximité des éoliennes. Si on permet aux gens de dire non, pas d'éoliennes à moins de 500 mètres ou à moins de 1000 mètres, je vais vous dire, monsieur Roy, si vous avez comme le font les Allemands, des sociétés coopératives d'habitants qui décident de monter leurs propres éoliennes. Donc l'éolienne appropriée par les gens. Ben exactement, ben ça marche très très bien. Là où effectivement ça peut ne pas marcher, c'est quand les gens ont le sentiment d'envahissement quelque part. Bon, il y a le phénomène du not in my backyard, oui, le fameux je veux bien que les projets avancent, mais pas chez moi. Pas chez moi. Bah oui, c'est humain. Donc qu'est-ce qu'on fait? Une éolienne choisie est moins bruyante qu'une éolienne subie. Mais cher monsieur, il y a eu un sondage qui est paru il y a 15 jours où 75% des gens qui vivent à moins de 500 mètres d'une éolienne disent qu'ils n'entendent rien du tout. Bon. Donc, dans cette affaire des éoliennes, qui est quand même très française, hein, parce que chez nos voisins, ça pose beaucoup moins de problèmes. Il faudrait aussi chercher pourquoi il y a ce type de problème. Parce qu'il y a des associations, dont Vent de Colère et quelques autres, qui se sont fait donner comme objectif de se battre contre l'éolien en général, pas ici ou là, en général, parce qu'on ne veut pas d'éolien, parce qu'on veut du nucléaire. Donc il faut aussi comprendre ce qu'il y a derrière tout ça. Donc ce que je veux dire, c'est que en associant les gens à ce qui va modifier leur cadre de vie, en essayant de trouver ce que cela peut leur apporter, ben, je vous assure que les choses se passent de manière tout à fait différente. Il y a d'autres grands projets qui sont condamnés alors que derrière il y avait peut-être des visées un peu écologiques. C'est possiblement le cas de la ferme des Villevaches qui avait un but de méthanisation. Est-ce que, en tout cas c'était présenté comme tel par les promoteurs, est-ce que du coup il n'y a pas toujours dans la même idée, on arrête tous les projets alors que certains ont quand même des visées plus ou moins écologiques. Pardonnez-moi, mais je ne crois pas que la ferme des 1000 vaches, certes, faisait de la méthanisation, parce que quand vous avez 1000 vaches, il faut bien faire quelque chose. Oui, mais justement, c'est des grandes structures qui permettent de mettre en place des technologies de méthanisation, ce n'est pas des petites structures. Des moyennes structures aussi. Vous pouvez faire de la mutualisation entre 5 fermes qui vont se payer leur méthaniseur commun, hein.
Moi, j'en ai vu en Vendée, ça existe et ça fonctionne. La France est très en retard là-dessus. L'Allemagne a fait ça depuis longtemps. C'est ce qui a assuré la richesse de ses agriculteurs et qui fait que maintenant, aujourd'hui, elle est passée devant la France. En Allemagne, il y a beaucoup de fermes-usines pour le coup. C'est vrai qu'il y a beaucoup de fermes-usines. C'est vrai. Ce que vous dites est vrai. Mais là, on tombe sur un deuxième sujet qui est celui de l'alimentation et de la santé, qui pour moi aussi est un sujet au moins aussi important que le climat. À force de manger des cochonneries, on devient malade. Donc, quand je prends un exemple très concret, on apprend hier qu'on ne va plus rembourser complètement les gens qui souffrent d'une ALD, d'une affection de longue durée, parce qu'il y en a trop, plutôt que de ne pas les rembourser, je pense que ce serait plutôt intéressant de savoir pourquoi il y en a tellement et essayer d'en avoir moins. Vous voyez, voilà. Moi, je vois plutôt la politique sous cet angle-là que de l'autre côté. Corinne Lepage, on a déjà 3 minutes de retard. Alors pour la peine, on va vous poser 3 questions d'actualité. C'est la dernière séquence de cette émission et c'est Michel qui commence. D'un mot, la loi renseignement a fait grand débat la semaine dernière, continue d'ailleurs de faire débat. Est-ce que, comme disent certains, il faut se priver de certaines libertés pour défendre la liberté ? Probablement, mais là je pense que ça va trop loin. Moi, je me souviens, parce que j'ai les cheveux blancs, de la loi Liberté, Sécurité, Perfit en 1973. Je vais vous dire que les atteintes à la liberté qu'on envisageait à l'époque, elles sont rien du tout par rapport à celles qu'on envisage aujourd'hui. Donc oui, forcément, il faut s'adapter. On a le terrorisme, on a tout ça. Mais là, franchement, je trouve que la loi renseignement, ça va trop loin et qu'il n'y a pas de raison de priver le juge du pouvoir de contrôle, parce que finalement, c'est de ça dont il s'agit. François Hollande était l'invité du supplément sur Canal+ dimanche pour le bilan de ses 3 ans. Quel bilan vous-même, qui avez appelé à voter pour lui, tirez-vous de ce mandat ? Mitigé. Mitigé. Bon, il est tombé dans un moment très difficile. Mais très franchement, les 2 premières années, on a eu le sentiment qu'il ne se passait rien du tout, que c'était du surplace et que c'était... Ça va mieux maintenant ? Je trouve que ça va un peu mieux, oui. Moi, je trouve que globalement, ça va mieux depuis qu'Emmanuel Valls. Oui, très franchement, oui. Alors, même du point de vue écologique. Non, de ce point de vue-là, c'est pas. Mais j'essaye quand même. Je suis une écolo, bien sûr, mais enfin, j'essaye de juger les choses de manière générale. Je pense qu'on a besoin de réformes très profondes chez nous. Je parlais tout à l'heure de l'économie du XXIe siècle, du nouveau monde. C'est dans cette direction qu'il faut aller. Il faut arriver à se transformer, à en donner envie. Bon, je pense que de mélanger, comme Valls essaye de le faire, la solidarité avec l'efficacité économique, c'est la seule solution. Je ne pense pas qu'il y en ait d'autres. Et donc ça va mieux sans les écolos au gouvernement, finalement ? Vous savez, je ne suis pas sûre qu'un ministre écolo dans un gouvernement changerait vraiment la donne. Ensuite, c'est une question de répartition du pouvoir. Ce qui est très dommage, c'est que quand on leur a offert le portefeuille de Ségolène Royal, qui là leur donnait la possibilité d'influer quand même considérablement sur la loi énergie, enfin la loi transition, ils ont dit non. Ça veut dire que c'est pas ça qui les intéresse et que ce qui les intéressait, c'est de la politique politicienne, c'est tout. C'est bien dommage. Moi, c'est pas ma vision de l'écologie, voyez-vous. Et on termine par la question de ce week-end et de ce lundi, une question sur une actualité tragique cette fois, c'est la question des naufrages en Méditerranée, qui fait encore l'actualité ce matin. Oui, un nouveau bateau encore. Oui, un nouveau bateau en perdition depuis hier. On a aussi le bilan du bateau qui a fait naufrage dimanche de 800 morts au total. Alors cette actualité oblige l'Union européenne à réagir. Il y a un sommet extraordinaire qui est organisé notamment jeudi. On a envie de vous demander qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut être plus souple sur l'immigration, ouvrir plus nos frontières ? Il y a Martin Schulz, que vous connaissez bien puisqu'il est le président du Parlement européen, vous avez été députée européenne, qui dit qu'il faut revoir toute la politique d'asile en Europe. Est-ce que c'est ce qu'il faut faire ? Oui, mais enfin, il faut déjà se poser la question de l'amont. Je veux dire, pourquoi est-ce qu'on en est arrivé à cette situation-là ? C'est quand même le drame le fait que la Libye n'est plus un État, que c'est devenu une pétaudière généralisée, ce qui se passe en Syrie. Donc, moi, je ne suis pas pour dire, je vais peut-être vous choquer, que la responsabilité de l'Europe, elle est dans le fait que la tragédie fait que ces bateaux sombrent. Certes, on peut essayer de faire mieux, d'aller les récupérer. Je pense que là-dessus, on en 2015 tout de même des bateaux qui coulent en Méditerranée, on va faire des choses sans qu'on fasse rien, c'est assez étrange. C'est-à-dire que l'opération Triton est beaucoup moins bien que l'opération précédente qui permettait effectivement de sauver beaucoup plus. Mais à mon avis, notre responsabilité à nous Européens, elle est surtout en amont, c'est-à-dire dans l'évolution de ces pays. Et on ne résoudra rien en ne s'occupant que de l'aval. Je pense que c'est déjà de nous poser les questions de notre positionnement politique sur ce qui se passe, ce que nous faisons pour la Syrie, ce que nous faisons en Libye, ce que nous faisons dans tous ces pays-là. Alors on peut se reprocher d'avoir fait un certain nombre de choses.
Mais le passé est le passé. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant. La meilleure réponse à tout cela, c'est d'avoir des pays dans lesquels le développement économique est un fait et dans lesquels les gens restent. Jean-Louis Borloo a raison d'insister sur le développement énergétique mais il a de l'Afrique. complètement raison. C'est la clé de la solution. Bien sûr, parce que, voyez-vous, ce paradoxe incroyable. Quand vous regardez les grandes prévisions, on vous dit le grand continent du XXIe siècle, c'est l'Afrique. Là où les gens investissent aujourd'hui, c'est l'Afrique. C'est là où ça va se passer. Et dans le même temps, vous avez cette situation abominable où vous avez des milliers de gens qui se disent « je n'ai aucun avenir dans ce continent, il faut que je parte ». Bon, il y a quand même un paradoxe quelque part. Donc bien sûr qu'il faut, sur un plan humain, faire tout ce qu'on peut pour sauver les vies humaines, bien sûr. Mais c'est avant que ça se passe, c'est en amont que ça se passe. C'est dans nos investissements, c'est dans le fait que les 0,7% d'aide au développement, qu'on ne paye même pas, ne suffisent pas à faire ce que l'on a besoin de faire aujourd'hui en Afrique pour que cette situation ne demeure pas ce qu'elle est aujourd'hui. Ce sera le dernier mot de cette émission. Merci Corinne Lepage, merci encore d'être venue répondre aux questions des internautes et aux questions des rédactions. Merci Michel, merci David d'avoir aussi participé à cette émission. Je vous rappelle que l'intégralité de l'émission et ses meilleurs extraits sont disponibles en replay toute la journée sur l'internaute.com, 20minutes.fr et ouestfrance.fr. On se permet aussi d'embrasser Armel et le petit Roman. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit, et d'ici là, restez connectés. À bientôt.